18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois invités comme d'habitude. Aujourd'hui, Gratien Irakène de Saint-Nicolas, député national élu de l'Ituri. État des sièges, quel bilan après les auditions? Nous savons tous très bien que la Commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale a lancé une série des auditions. Alors, les bilans, nous allons en parler avec Gratien de Saint-Nicolas pour certainement savoir où est-ce qu'ils en sont avec l'état des sièges. Ferdinand Cambéré, SPA, PPRD, CENI, qu'attendre de la commission paritaire? On sait très bien la déclaration du FCC ou même la déclaration du PPRD. Le PPRD se dit non concerné par rapport à la mise en place de la commission paritaire. Nous allons en parler avec Ferdinand Cambéré. Et enfin, pour terminer, Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint d'Envol. Le gouvernement, l'État engloutit les 145 millions, quand on sait tous très bien qu'au prochain Conseil des ministres, ça va devoir tabler sur la réduction des trains de vie des institutions. Nous allons en parler. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bénédicte Ntoya pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bénédicte. Merci Jean-David Kilolo. Merci pour votre fidélité sur Télé 50, les grandes lignes de l'actualité. C'est tout de suite. En l'absence du Front commun pour le Congo et de certains partenaires du président Félix Tshisekedi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de la résolution sur la mise en place d'une commission paritaire opposition-majorité. Cette commission aura pour mission d'étudier les dossiers individuels de personnes déléguées à la Commission électorale nationale indépendante. État de siège dans la province du Nord Kivu, le FARDC sont en offensive dans la vallée Mwalika, près du parc national Virunga. Depuis 4 jours, l'armée annonce avoir neutralisé 45 terroristes ADF pendant les affrontements du sud-est du territoire de Béni. C'est enfin la fumée blanche après ce qu'on peut qualifier de dernier rang de décision entre le gouvernement et les importateurs au sujet de la baisse effective de prix de produits surgelés. 48 heures ont suffi aux deux parties pour se mettre d'accord sur le prix à pratiquer sur le marché. En Algérie, les incendies continuent de faire rage. Le dernier bilan fait état de 69 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression de flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le fait est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. Ces sujets et bien d'autres vous seront développés ce soir par Gaëtan Kouba. Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, www.tele50.cd. Voilà notre site web. Tout de suite, le député national irakien de Saint-Nicolas pour parler de l'Ituri. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Sample de Congolais. Ils ont lancé une série des auditions des membres du gouvernement qui s'en chargent
de l'état des sièges. Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, il y a aussi le ministre d'État en charge de la justice, aussi les deux gouverneurs militaires dans les deux provinces, à problème dans les deux provinces où il y a l'état des sièges. Alors, c'est la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nous allons en parler avec un des membres de cette commission. Celui-là, c'est Gratien de Saint-Nicolas. Il est député national élu de l'Itourie. Bienvenue, monsieur les députés. Merci. Voilà, vous aviez auditionné presque tous les membres du gouvernement. Comment avez-vous trouvé les réponses? S'il faut parler des réponses, c'était quand même une réponse qui satisfait quand même. Qu'il y a eu quand même, cela veut dire que oui, parce que c'est pas satisfaisant. On le dit en français, c'est trop beau pour être vrai. Donc ça veut dire qu'il faut rester sur ses gardes parce que nous voulons les résultats sur le terrain. Donc on peut bien dire, voilà, nous allons améliorer ceci, nous allons faire ceci, cela, nous avons déjà commencé. C'est bien, mais nous voulons les résultats sur le terrain. Et les résultats, c'est quoi? L'arrêt des massacres, qu'il n'y ait pas des hostilités, qu'il y ait des retours de population dans leurs milieux respectifs. Voilà, dans leurs milieux respectifs. Vous aviez auditionné le ministre de la Défense avec les deux gouverneurs militaires qui sont venus. Ils vous ont retracé les réalités, les problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer une solution sur terrain? Ils ont retracé les problèmes, comme vous dites, mais en fait, c'était contraire à tout ce que nous avons dit. En fait, on se trouve face à des positions opposées. Les élus qui représentent le peuple, ils ont leur façon de voir les choses et aussi ils ont leur façon de voir les choses. Je donne un exemple simple. Pour le gouvernement, le bilan est positif et pour les élus de Nord Kivu et de l'Itourie, le bilan est négatif. Et c'était quoi lorsque vous aviez demandé à ce qui est évaluation? C'est que vous aviez constaté des couacs dans la mise en œuvre de cet état des sièges? Non, la Constitution est claire. Quand le président décrète un état de siège, il en informe la nation par les messages. Nous sommes à l'article 85 de la Constitution. Et après, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont accompagner cet état de siège par une loi qui définit les modalités. Est-ce qu'il y a une loi qui a été votée? C'est ça le problème. Il n'y a pas eu une loi qui a été votée. Donc une loi pour accompagner l'état de siège n'existait pas, malgré la réclamation de l'Assemblée nationale, parce que beaucoup de députés ont pris la parole pour demander à ce que le gouvernement puisse nous ramener cette proposition de loi. Malheureusement, cette proposition de loi n'arrive pas et ça fait donc en sorte que l'état de siège n'est pas encadré. Et là, vous êtes législateur, pourquoi vous ne vous assumez pas? Prenez des dispositions, parce que là, vous êtes dans l'inconstitutionnalité, dans la violation de la loi, parce qu'il n'y a pas une loi qui encadre l'état des sièges. Mais oui, c'est ce que nous sommes en train de décrier. Et cette proposition de loi devrait venir du gouvernement. Et aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de l'Itourie ou de Nord Kivu, et qu'on devrait certainement entendre le gouverneur militaire, est-ce qu'il y a une juridiction par rapport à ça? Non, mais c'est ça justement le problème. On a connu, s'il y a un problème, non, on a connu des problèmes. Voilà. Et donc on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Parce que rien que pour évaluer l'état des sièges, on ne sait pas sur quelle base on va évaluer l'état des sièges. Parce que justement cette loi-là n'existait pas. Et donc vous aviez posé la question pour savoir pourquoi il fallait évaluer. Parce que les députés qui est en train de proroger, comme je le disais, la Constitution donne normalement l'état des sièges pour 1 mois. Et s'il faut proroger chaque 15 jours, attention, le député ne peut pas user de son pouvoir pour proroger quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Et donc nous avons décrié cette façon de faire parce que finalement on va à 4 prorogations et on ne comprend pas ce qui se passe sur terrain. Il n'y a pas de résultats sur terrain. Et on voit d'abord les gens qui sont en train de mourir et du coup nos populations de l'Est, que ce soit le Nord Kivu, l'Itourie, on réagit pour dire mais vous nous avez amené l'état de siège, mais là on ne se retrouve pas, c'est pire qu'avant l'état de siège.
Et donc, chaque fois, à l'Assemblée nationale, on nous demande proroger et pour secret défense, vous n'avez pas le droit de faire les débats sur ce qui se passe à l'Est, sur les opérations militaires. Écoutez, nous sommes des députés nationaux, on ne peut pas user de notre pouvoir pour pouvoir voter quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce que quand nous levons la main, ça peut soit protéger la population, ça peut soit tuer la population. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui est fait, et pour commencer à continuer à proroger. Donc, nous avons exigé, malgré la réticence des bureaux, nous nous sommes imposés, tous les députés, d'une façon unanime, pour qu'on puisse évaluer avant de passer la 5e prorogation. Et comme c'était une action de toute la salle, finalement, le président a demandé à ce que l'audition commence d'abord en plénière avec les 500 députés. Et ça a commencé. Nous avons fait pendant 2h30 et nous avons continué alors en commission. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, nous avons clôturé la première série des auditions avec la réponse du VPM intérieur. Mais nous allons continuer la semaine prochaine parce que nous voudrons aussi écouter le ministre des Finances, le ministre des Budgets, bien sûr aussi écouter les Nations Unies, donc la mission des Nations Unies au Congo, pour comprendre un peu quelle est la politique des finances et des budgets envers l'armée. Parce que c'est vrai que cette armée a besoin de l'argent. Nous n'allons pas user des informations que nous racontons dans la rue, mais il faut qu'on sache, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis pour les FARDC? Et s'il y a des moyens, est-ce que ces moyens atteignent les FARDC? Parce que nous avons besoin d'une armée qui est républicaine, une armée qui peut aller affronter l'ennemi avec des moyens conséquents. Et nous voulons aussi, justement, que la MONUSCO aussi puisse quand même nous dire quelque chose par rapport à sa mission, parce qu'elle doit protéger les civils. Mais aussi, il y a des positions où on dit, voilà, la MONUSCO a fait ceci, a fait cela, ravitaille les groupes armés. Alors, il faut qu'on nous dise quand même la vraie version. Parce qu'à un moment donné, vous avez suivi à Beni comme au Nord Kivu, partout il y a eu des mouvements pour dire bon, MONUSCO est quitté parce qu'on ne comprend pas ce que vous faites. Apparemment, vous êtes plus en train d'appuyer les groupes armés. Et même en Ituri, il y a eu des gens qui ont accusé la MONUSCO. Donc c'est important que nous puissions aussi écouter qu'est-ce qui se passe, quelle est cette collaboration entre la mission des Nations Unies avec les gouvernements et qu'est-ce qu'il y a comme collaboration entre les Nations Unies avec la population. Et ça permettra, avec tout ce que nous faisons comme évaluation, de pouvoir recadrer l'état de siège s'il faut continuer en allant avec de nouveaux indicateurs qui vont être bien sûr performants si ils acceptent bien. Et ça nous permettra maintenant à chaque prorogation de pouvoir analyser est-ce qu'on a atteint ces indicateurs-là pour que nous puissions voir s'il y a des avancées, oui ou non. Est-ce donc que on veut être vraiment scientifique. Selon vous, vous aviez auditionné, c'est la 5e prorogation de l'état des sièges. Est-ce que la décision du gouvernement n'était pas trop posée? Pourquoi ne pas peut-être envisager autre chose? Parce qu'ils sont allés au niveau de l'état des sièges, mais les résultats sont mitigés. Évidemment, il faut respecter les chefs de l'État quand il a voulu passer par cette stratégie de l'état des sièges, parce que ce qui est vrai, ce qui n'est pas écarté, que les deux provinces sont sous menace. Terroristes comme menace locale de rébellion. Au niveau, quand vous allez au Nord Kivu, ce sont des menaces terroristes, donc des islamistes qui sont là, avec un mouvement de populations qui étaient des rebelles ougandais à l'époque, mais qui ont été rejoints par des Hutus FDLR, donc des Hutus rwandais qui sont dans la forêt et qui sont en train de tuer les gens. Et ils sont en train de migrer vers l'Ituri. La fois passée, ils ont tué vers la partie Ituri et ils occupent une partie de l'Ituri. Dans la chefferie de Walé, c'est Vonkutu. Et évidemment, les FARDC, où il n'y avait pas de position des militaires qui étaient dirigés plutôt par une opération Sokola 1 commandée vers le Nord Kivu, a laissé cette zone vide, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. Mais ils ont été bloqués à leur avancée, ce qui est encore une anomalie, par un groupe armé qu'on appelle FRPI, qui était là et qui est au niveau du sud de Irumu et qui a bloqué les avancées des ADF. Vous voyez un peu ce paradoxe où les groupes armés bloquent les forces négatives étrangères qui entraient vers la province de l'Ituri. Donc, en fait, c'est un groupe armé qui est en processus de démobilisation, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y avait des problèmes avec certaines opérations internes des FARDC et c'est important que nous puissions recadrer ces opérations parce que nous sommes convaincus que les FARDC a de bonnes troupes. Moi, je fais une tournée où je suis passé à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, jusqu'au niveau de Tanganyika et au Katanga. Je vis la force des FARDC, des troupes qui sont engagées, des troupes qui sont prêtes à se battre pour leur pays, mais des troupes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se battre, des troupes qui luttent dans de mauvaises conditions.
Et donc, pourquoi ne pas renforcer ces conditions pour qu'on ait une armée digne, une armée capable de pouvoir défendre l'intégrité du territoire? Donc, il y a ces besoins-là pour permettre à ce que nous puissions accompagner les gouvernements à pouvoir atteindre les résultats. Si je reviens à votre question, en fait, il y a eu dans le passé des opérations qui auront connu des succès avec des zones opérationnelles et non d'état de siège, parce que l'état de siège, c'est la mesure extrême oui. Évidemment. Avec les zones opérationnelles, on a pu éradiquer on a pu éradiquer les M23. Zorouba et à Ituri. On a pu éradiquer les M23. oui. Et en Ituri même, quand le président est passé en 2019, il y a eu une zone opérationnelle où on a concentré des éléments Zorouba et à Ituri, évidemment, où en moins d'1 mois, on a nettoyé toutes les poches des groupes armés. Et c'est 10 mois après, quand on a relevé tous ces militaires, que les groupes armés ont commencé, pour dire que ce n'est pas impossible. On a vu au Kasaï, avec les Kamouinan Sampou, où on a concentré des militaires dans une zone de défense. Et donc, dans cette zone opérationnelle, on a remporté les succès. Quand vous allez à Yumbi, vers le Maïndombe, à un moment donné, il y avait des troubles, des révoltes, et on a concentré des militaires avec un administrateur militaire. On a produit un résultat. Vous allez en Équateur avec Enyele. C'était toujours avec la zone. Donc, l'état de siège, c'est la première expérience qui est une mesure extrême. Donc, on n'avait pas droit à l'échec. Et quand nous avons vu que la population commençait à perdre patience, alors il fallait réagir. C'est comme ça les élites du Nord Kivu, comme de l'Ituri, en alliance avec les autres collègues députés, on s'est imposé pour dire, écoutez, cette fois-ci, pas question de proroger. Si nous n'évaluons pas l'état de siège, on doit savoir ce qui s'est fait sur le terrain. Et donc, ça nous permettra d'avancer. Heureusement, avec la plénière qui est souveraine, on était obligé d'inscrire à l'ordre des jours. Et voilà maintenant, en évaluant, maintenant, on découvre des réalités, effectivement, qui bloquent le fonctionnement de l'état de siège, donc les opérations sous état de siège. Et maintenant, nous sommes en train de penser que ça va aller. Mais c'était des situations très graves. Parce qu'il faut reconnaître que l'état de siège n'a pas été préparé. Et donc, on avait un problème. Donc, c'était à la va-vite, comme ça, on a pris cette décision. C'est la question que moi, j'ai posée à notre état-major. Donc, je n'ai pas compris. Personnellement, je leur ai dit, mais comment vous pouvez... Parce que le chef de l'État, c'est le commandant suprême. Il a des services opérationnels à qui il s'adresse avant de prendre une décision. Alors, comment on peut demander, on peut accepter que le chef de l'État prenne une grande décision sans pour autant avoir une troupe qui est déjà prête ou des moyens logistiques conséquents pour pouvoir affronter l'état de siège? C'est là où quand même on n'a pas aidé notre chef de l'État. Et il y a des gens qui pensent toujours qu'il faut flatter les chefs de l'État avec des louanges, avec des bons messages, et cela va donner la solution. Non, il faut aider les chefs de l'État en faisant un travail concret, un travail qui est réaliste, avec un résultat qui est mesurable. C'est alors que vous aurez aidé les pays. Parce que quand vous faites bien les choses, c'est l'État congolais qui gagne, c'est la République qui gagne, c'est nous les députés qui gagnons, c'est les chefs de l'État qui gagnent. Il n'aura pas besoin de faire une campagne pour être réélu. Vous aviez relevé quelque chose de très important. Vous avez dit, à chaque fois, quand il y a l'insécurité, il y a la concentration des forces armées dans une zone. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours cette récurrence au niveau de l'Est, c'est qu'il y a aussi la trahison de la part de certains députés, parce que l'autre fois, le président de l'Assemblée nationale vous a demandé, il dit, tous ceux qui sont de l'Est, quittez les groupes armés. Vous savez, hein, il y a longtemps que ces fausses informations ont circulé. Ce sont des fausses informations. Des fausses informations. Parce que nous avons même pendant l'état des sièges. Il y aurait certains députés qui entretiendraient certaines milices. Soyons réalistes. Nous avons demandé pendant l'état des sièges, on a demandé à l'état-major, tout comme au ministre de la Justice et à tous ces gens, à tous les membres du gouvernement, vous avez toujours dit que nous, les députés, nous sommes dans les groupes armés. Mais nous avons accepté que vous puissiez mener des enquêtes et nous arrêter. Mais nous avons posé la question au chef d'état-major. Nous avons posé la question au ministre, à la dame ministre de la Justice. Nous demandons, mais pourquoi vous ne nous arrêtez pas? Parce que vous avez longtemps dit que nous sommes dans les groupes armés. Pourquoi vous ne nous arrêtez pas? Il n'y a pas cette réponse-là. En fait, c'est un débat où nous avons compris qu'il y a certaines personnes, cadres mal intentionnés de nos forces de sécurité, renseignements comme forces armées ou même de la police, qui donnaient des fausses informations qui ça pour dire non, mais cette affaire de l'Est, c'est leur problème, c'est leurs groupes armés.
Mais aujourd'hui, on ne sait pas démontrer parce que même nous, à l'Assemblée nationale, nous attendons qu'on nous amène des noms des députés, comme des députés provinciaux, comme nationaux, qui sont dans les groupes armés. Et nous n'allons pas bloquer qu'on puisse continuer à faire des enquêtes parce que nous voulons qu'il y ait la paix en Ituri. Mais ce qui est vrai, par contre, nous, députés, nous avons des preuves. Même moi, j'ai des preuves où il y a certains officiers FARDC qui sont en train de donner la position de nos éléments des FARDC. Ils vendent ces positions à des rebelles. Donc nous avons ça dans des groupes armés. Nous avons des preuves. Par exemple, il y a un collègue qui était au Nord Kivu, où on est en train de déplacer des tenues militaires pour aller avec ça quelque part. On a des preuves où les miliciens ils sont en train de cohabiter ensemble avec certains éléments des FARDC ou comme de la police. Donc, ce sont des antivaleurs qui salissent l'image de notre armée, qui en fait est une grande armée, qui a des réputations qu'on ne devrait pas chercher à dénigrer. Mais il y a des têtes, donc des personnes mal intentionnées qui sont au sein de cette armée-là et qui détruisent l'image et qui font en sorte que, franchement, l'armée ne progresse pas. Parce que quand vous détournez l'argent de l'armée, vous savez que vous bloquez les paiements de l'armée, parce qu'il y a tout un système où on bloque les paiements des soldes de nos militaires, vous bloquez la logistique militaire, la ration militaire, vous bloquez les moyens d'approvisionnement en munitions comme en logistique mobile, en jet roulant, et donc à un moment donné, vous réduisez la capacité, tout simplement, de l'armée parce que vous avez détourné l'argent. Et donc c'est important. Nous, parce que comme je vous disais, pour les gouvernements, les bilans positifs, pour nous, c'est négatif. Et c'est important maintenant qu'il y ait une commission qui fasse l'enquête, une commission indépendante ou un audit extérieur. Comme ça, on saura ce qui ne se passe pas bien au sein de notre armée, parce que je suis sûr que l'armée est capable d'éradiquer ces mouvements. Voilà, l'armée est capable d'éradiquer ce mouvement. Nous espérons qu'il y aura une issue heureuse de toutes les auditions. Merci beaucoup. Monsieur le député national, Gratien Irakien de Saint-Nicolas. Irachan. Voilà, Irakien, Congolais des pères et des mères. Exactement. Okay. Avec des précisions des villages, des groupements, des chefferies. Voilà, merci. Voilà, tout de suite, nous allons recevoir notre invité, Ferdinand Cambéré.